Thanos n'arrive pas à la cheville du caïd en termes d'importance dans l'univers Marvel. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous en convaincre, car derrière cette affirmation qui est, je l'admets, un petit peu exagérée, il y a une vérité qui, elle, est indiscutable. L'univers Marvel est rempli de personnages exceptionnels, que ce soit du côté des super-héros ou des super-vilains. Et grâce aux adaptations, certains de ces super-vilains sont devenus très populaires au sein du grand public. Et c'est particulièrement vrai pour Thanos, qui a bénéficié d'un excellent traitement en tant que menace finale de la première saga du MCU. Et comme le personnage est aussi un énorme vendeur côté comics, en plus d'être un personnage surpuissant, il est difficile d'imaginer qu'un simple mafieux puisse être plus important que lui. Et pourtant, c'est bien le cas, et pour vous l'expliquer, revenons à l'origine des deux personnages. Pour comprendre d'où vient Thanos, il faut d'abord parler de Jim Starlin, car c'est lui qui va créer le Titan Fou dans le numéro 53 d'Iron Man. Au départ, son idée, elle est assez simple. Il veut faire de Thanos l'équivalent pour Marvel du dieu grec Thanatos. Thanatos est l'incarnation de la mort dans la mythologie grecque, et Jim Starlin en a entendu parler dans un de ses cours de psychologie à l'université. Mais pour Thanos, il a une autre inspiration. Un personnage qui est connu de tous ceux qui ont lu le 4e monde de Jack Kirby. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Darkseid. Non, il s'agit de Metron, le personnage des néo-dieux qui est un peu omnipotent entre les deux camps et qui se balade sur un fauteuil. Et d'ailleurs, le fauteuil qui est utilisé par Thanos dans plusieurs de ses histoires, c'est un héritage de cette inspiration. Malgré tout, ceux qui pensent que Darkseid a été l'inspiration première de Thanos, ils ne sont pas loin de la vérité, car au final, le Titan Fou ressemble beaucoup plus à Darkseid qu'à Metron. Mais alors, pourquoi ? Bien tout simplement parce que cette ressemblance, elle ne vient pas directement d'une idée de Starlin, mais de son éditeur de l'époque. Celui-ci, en voyant arriver les premiers croquis de Thanos, trouve qu'il ressemble plus à Darkseid qu'à Metron. Et puis quitte à piocher du côté des néo-dieux, autant copier le plus réussi, et rendre Thanos plus musclé, plus grand et plus méchant, pour le rapprocher encore plus du personnage le plus maléfique de l'univers DC Comics. L'idée est acceptée par le scénariste qui va le modifier pour qu'il ressemble à celui que l'on voit dans le numéro d'Iron Man. Par la suite, Thanos sera utilisé dans différentes séries avant de disparaître quelques années, changé en bloc de granit par Warlock. Il sera réintroduit dans l'univers Marvel en 1990 grâce à Jim Starlin qui accepte d'écrire le Silver Surfer à condition de pouvoir y faire revenir Thanos. Thanos sera donc ressuscité par l'incarnation de la mort elle-même, avec pour mission de détruire la moitié de l'univers. Et c'est là que commencera la quête de Thanos pour accomplir cette mission et séduire la mort. Il va donc retrouver toutes les pierres d'infinité et devient central à l'univers Marvel. D'abord avec Infinity Gauntlet, puis Infinity War, et enfin la croisade de l'infini. D'un simple antagoniste d'une série événementielle, il va devenir l'un des vilains les plus dangereux de l'univers Marvel. Et à partir de là, le rôle de Thanos est fixé. Il est un ennemi cosmique, très dangereux, fourbe et cruel, qui cherche à s'imposer et dont la folie n'a d'égal que sa puissance. La morale chez lui n'existe pas, et seul compte ses désirs, les moyens de les satisfaire. Malgré tout, s'il peut faire preuve d'un peu de sadisme, il va pas s'en priver. Par la suite, il existera 3 Thanos bien différents. Celui de Jim Starlin, qui continuera d'exister à travers de nombreux récits et dont la dernière histoire est parue il y a quelques années. Le Thanos du cinéma, qui l'a fait exploser aux yeux du grand public. Et enfin, le Thanos tel que Marvel l'utilise régulièrement. Un Thanos différent de celui écrit par Jim Starlin. Un Thanos qui se résume souvent à une grande menace cosmique, un être cruel et puissant, mais auquel il manque un brin de subtilité et de grandeur. Et maintenant qu'on a vu Thanos, intéressons-nous à la genèse de son adversaire du jour, le Caïd. Dans les années 60, Marvel connaît un véritable âge d'or créatif. Et parmi les nouvelles séries qui fonctionnent très bien, il y a celle dans laquelle le Caïd va apparaître pour la première fois. Un héros urbain, solitaire, qui combat le crime en parcourant les rues et les toits de New York. Mais c'est pas Daredevil. Non. Au départ, c'est bien dans les pages d'Amazing Spider-Man que le Caïd va faire ses grands débuts. On est dans les années 60 et Spider-Man vit ses premières années. Il est écrit par Stan Lee et il affronte différents types d'ennemis, allant du petit malfrat jusqu'au super vilain coloré, bariolé et un peu ridicule, il faut bien l'admettre. Seulement, il y a un autre type d'ennemi que Stan Lee veut mettre en avant. Il veut un baron du crime, un chef si puissant qu'il pourrait dominer toute la pègre new-yorkaise. Et pour cela, il va faire plusieurs tentatives. D'abord avec le Grand Homme, un nom peu original mais qui va permettre de créer du suspense. Le personnage est pensé comme un homme discret qui donne ses ordres par ses lieutenants et dont personne ne connaît la véritable identité. Un maître à penser de l'ombre qui ne cherche pas à être reconnu, mais seulement à diriger New York. Il sera démasqué et Stan Lee essaiera de le remplacer quelques temps plus tard par le Bouffon Vert, dont on ne connaissait alors pas la double identité. Ici, le Bouffon Vert cherche à détruire Spider-Man pour s'imposer comme le seul et unique chef de tous les malfrats de New York. Mais il sera pris en étau entre ses opposants et l'homme araignée. Cette deuxième tentative de Stan Lee montre qu'il a voulu faire l'inverse de ce qu'il avait tenté avec le Grand Homme. On passe d'une entité mystérieuse et dont on ne sait rien à un super vilain costumé aux méthodes expéditives et brutales. Et ce n'est qu'en 1967 que Stan Lee va trouver avec son dessinateur de l'époque le compromis idéal. Un personnage sobre d'un côté, mais qui est assez marquant visuellement
pour retenir l'attention du lecteur. Et ce personnage, vous l'aurez compris, il s'agit du Kaïd. Pour son apparence, on doit tout à John Romita Sr. qui travaille alors en tant que dessinateur sur le titre. Il explique que de 1966 à 1972, lorsqu'il travaillait avec Stan Lee, celui-ci arrivait dans son bureau, posait un post-it sur le bureau avec le nom du prochain vilain, et que c'était à lui de créer le design du nouveau personnage. Et le Kaïd, il n'échappe pas à cette règle. Pour le créer, il souhaite le différencier des mafieux classiques, et voulait en faire une masse chauve de 180 kg avec un look assez raffiné. Et le pari est totalement réussi. Le Kaïd est immédiatement reconnaissable et se distingue des autres criminels. Il se rapproche même plus dans son apparence d'un super vilain costumé. Le personnage va ainsi évoluer quelque temps dans l'univers du tisseur en montrant sa puissance physique, intellectuelle et le pouvoir qu'il possède en tant que Kaïd. Il va également être aux prises avec son fils qui souhaite le détruire. Seulement, il va petit à petit disparaître. Et ce, jusqu'en 1981. C'est cette année-là que Frank Miller va l'intégrer à la série Daredevil, série dans laquelle il deviendra celui que l'on connaît aujourd'hui. Car si le Kaïd reste un criminel violent qui n'hésite pas à engager des tueurs à gages comme Elektra ou Bullseye et trempe dans de nombreuses activités illégales, Miller fait également de Fisk un symbole de pouvoir qui écrase sans se salir les mains. Un homme dont la violence n'est pas toujours visible, mais aux conséquences bien présentes. Des évictions forcées, des flics achetés, des journalistes intimidés, des familles ruinées. Un monde dévasté sans qu'aucune explosion ne soit nécessaire, et surtout sans que le Kaïd ne puisse être incriminé de quoi que ce soit. Un véritable homme de l'ombre qui va étendre son influence pour prendre tranquillement le contrôle de New York, faisant de lui l'ennemi de tous les héros urbains qui y résident, et en particulier celui de Daredevil. Et pour moi, c'est en ça qu'il est plus important que Thanos dans l'univers Marvel. En effet, que se passerait-il si on supprimait Thanos de l'équation de l'univers Marvel à partir d'aujourd'hui? Car si on y réfléchit bien, Thanos, malgré son aura, sa puissance et tout ce qu'on sait de lui, l'impact commercial qu'il a, narrativement, il est remplaçable. Il incarne certes la menace cosmique absolue, mais il n'est finalement qu'une variation sur un thème que Marvel utilise depuis bien longtemps et va continuer à utiliser. Ainsi, dans ce registre, on pourrait penser à Galactus, Annihilus, Kang, voire même l'Empire Shi'ar en tant que menace cosmique. Thanos est mémorable, il est spectaculaire, mais dans l'écosystème global de l'univers Marvel, il n'est au final qu'une menace parmi tant d'autres. Il a ses particularités, un charisme incroyable et des événements parmi les plus cultes parus chez Marvel. Malgré tout, si demain les scénaristes arrêtaient de l'utiliser, il n'y aurait aucun changement à faire. Une autre menace cosmique qui existe déjà pourrait prendre sa place, sans qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit. Thanos, narrativement, n'est pas essentiel à l'univers Marvel, ce qui est très loin d'être le cas du Kaïd. Pas parce qu'il est puissant, non, mais parce qu'il incarne quelque chose d'unique dans l'univers Marvel. Il s'est imposé comme la seule figure antagoniste d'envergure pour les enjeux urbains de Marvel. Depuis l'arrivée de Frank Miller puis le passage de Bendis sur le titre de Daredevil, le Kaïd est devenu le centre de la lutte de pouvoir qui oppose tous les mafieux de New York. D'ailleurs, quiconque tente de s'imposer dans cette ville devra se frotter au Kaïd. Mais encore si ce n'était que ça, il ne serait pas si essentiel à l'univers Marvel. Car en plus d'être la figure centrale de l'antagonisme urbain, Wilson Fisk est le seul à évoluer à cette échelle. S'il existe bien d'autres mafieux et criminels importants dans l'univers Marvel, aucun n'a la carrure et le pouvoir légal de Fisk. Car oui, en plus de dominer le pouvoir illégal de New York, Wilson Fisk a aussi un certain pouvoir sur les institutions. D'abord grâce à la corruption et à la menace, puis lentement, en se faisant accepter comme maire de New York. Il devient alors le seul personnage de Marvel à opérer dans cette sphère si particulière qui se situe entre le pouvoir politique d'une part et une organisation criminelle de grande ampleur d'autre part. Et encore une fois, aucun autre super vilain actuel de chez Marvel ne pourrait remplacer le Kaïd. En tout cas, pas sans un ajustement majeur. Il est unique. Et sans lui, c'est tout l'univers Marvel urbain qui perdrait énormément. Car en effet, le but de Marvel, on se le rappelle, c'est de faire de l'argent. Et ne plus utiliser le Kaïd du jour au lendemain entraînerait forcément des questions du côté des lecteurs. Mais surtout, à une attention particulière à celui qui prendrait sa place. Le Kaïd est donc bel et bien plus important à l'univers Marvel que Thanos ne l'est actuellement. Thanos est un personnage aussi intéressant que le Kaïd, mais il évolue dans une sphère d'influence où la concurrence est rude. Marvel ayant un fort historique avec les histoires de science-fiction et cosmique. De son côté, le Kaïd a su prendre presque tout l'espace disponible dans cette nouvelle thématique qui n'est apparue que bien plus tard dans les comics, avec la prise de conscience de la corruption des hommes de pouvoir et des institutions, et avec des récits qui se sont de plus en plus orientés sur la question des problèmes de société, et ce, de manière plus frontale. Et pour le moment, il est plus simple d'imaginer un Marvel sans Thanos qu'un Marvel sans Kaïd. Cela arrivera peut-être un jour, mais Marvel devra alors nous proposer un récit événement, marquant, et qui rendra crédible la chute de ce personnage si particulier.